Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ce double mouvement qui nous projette vers autrui en même temps qu'il nous ramène au fond de nous-mêmes, définit physiquement le cinéma. Jean-Luc Godard, Pierrot mon ami, Cahiers du cinéma, numéro 171, octobre 1965. C'est un peu comme si nous nous retrouvions François, et moi longtemps après, à la télévision par exemple, et que nous échouions à parler du cinéma, et devions nous contenter de rester côte à côte, en silence, puisque notre souffrance resterait du cinéma. Thierry Froger, Sauf qui peut, La Révolution, Actes Sud, 2016, pp 135 à 136. Au début de Pierrot le Fou, Ferdinand ne veut pas aller à la soirée de Madame Expresso, préférant rester avec les enfants. Il s'y rend pourtant à contre-cœur, ne souhaite pas se mêler aux conversations des adultes, toxiques à force d'être aseptisés. Les invités sont statiques comme des photos épinglées, rien ne semble pouvoir entamer leur bloc d'aliénation. Ferdinand ne dit rien, se fond d'abord dans le décor. Puis surgit une pause, une saute qui brise le déroulé de la soirée. Ferdinand rencontre quelqu'un, le cinéaste Samuel Fuller, égaré lui aussi dans cette soirée. En apparence, rien n'a changé, chacun reste indifférent. J'ai toujours voulu savoir ce qu'est le cinéma, avoue-t-il simplement à Fuller. Ferdinand s'en remet ainsi à un autre, et cet autre propose son offrande. Fuller lance des mots solitaires comme des éclairs qui enrayent la syntaxe programmée. Love. Hate. Action. Violence. S'exclame-t-il. Le fracas est silencieux. Une femme doit traduire les échanges entre les deux hommes. Fuller garde ses lunettes noires. Ils ne se font pas face, ils se regardent de biais, sans cordialité apparente. Ferdinand reçoit la parole de l'autre sans frémir, il prend acte mais ne répond pas. Entre l'un et l'autre réside un espacement irréductible, un silence épais et solennel. Les hommes seuls parlent toujours trop, reconnaîtra Ferdinand. Mais l'idée du cinéaste va faire son chemin. Ferdinand s'éloigne et désormais il se distingue des autres invités. Il longe des couples, déambule tristement. Puis vient pour lui le temps du doute. J'ai l'impression d'être plusieurs, constate-t-il. La rencontre de l'autre le fait dorénavant se voir lui-même comme un autre. Soudain son corps se tend d'un bloc. Il bouscule les invités de la soirée autour du gâteau qui sert de dessert, et leur jette de la chantilly. Il réinvente le burlesque de la tarte à la crème. L'entretien avec Fuller a été finalement fructueux, bienfaisant comme un oracle. Ferdinand s'est déjà métamorphosé en Pierrot le Fou. Pourtant, les entretiens que Godard parsème dans ses fictions ou qu'il donne en son nom propre dans les médias, laissent souvent un goût d'inachevé, comme si les interlocuteurs se croisaient plus qu'ils ne se rencontraient. C'est l'espacement irréductible entre l'un et l'autre, entre Godard et ses interlocuteurs, que nous allons chercher à explorer. Dans ces entretiens prime ce qui sépare deux corps, ce qui se tient entre deux lieux de parole. Il convient de comprendre l'élan qui anime le début de Pierrot le Fou puis se résorbe. Des joueurs de tennis échangent des balles, mais l'espoir d'un dialogue s'évanouit. Après ces premiers plans, on voit Ferdinand solitaire acheter des livres. Seule la communication indirecte, différée et in absentia procurée par la lecture semble en définitive possible pour atteindre le meilleur des mondes. Tel est le nom de la librairie. Plus tard, Ferdinand le confirmera devant Marianne. Avec toi on ne peut pas avoir de conversation. L'entretien ne vient pas escorter les films de Godard. Il réside dans leur cœur comme une figure de prédilection. Dès à bout de souffle, 1959, il demande à Jean-Pierre Melville de jouer un écrivain assailli par les journalistes. La critique de l'interview et de ses rafales de questions-réponses est virulente. Patricia n'arrive pas à trouver sa place dans le dispositif. L'écrivain répond de manière laconique et banale. Dans Vivre sa vie, 1962, Brice Parrain expose sa propre philosophie du langage pour éclairer le personnage fictionnel de Nana. L'interview laisse place à l'entretien, qui, plus égalitaire, tend vers le modèle de la conversation. Plus de 40 ans après À bout de souffle, dans Notre musique 2004, Mahmoud Darwich vient en son nom propre rejouer une interview face à une actrice qui remplit le rôle d'une journaliste israélienne. Deux mondes habitués à ne pas se parler, se rencontrent. Par ailleurs, Godard a lui-même mené des entretiens dans 6x2 sur et sous la communication 1976 et dans France Tour des Tours 2 enfants 1977.
la mise en œuvre de la maïeutique permet à ces films d'assouplir leur apparence frontalement didactique. Parallèlement à ces films, Godard lui-même rencontre des cinéastes Piala, Duras, Allen, Chahine, Olivera Pelchian, Ophuls, des écrivains Le Clésio, Philippe Solers, Régis Debray, Stéphane Zagdanski, des critiques, Serge Danet, Jean Douchet, Jean Narboni, Noël Simsolo, des essayistes, Youssef Icharpor, Dominique Paigny, avec lesquels il tente de nouer un dialogue fructueux. Godard sait toujours chercher des partenaires qui puissent lui renvoyer la balle. Paradoxe apparent, c'est dans le cadre du genre oral de l'entretien que, souvent face à des écrivains, Godard critique avec le plus de sévérité la parole qu'il oppose à l'image. La pureté du cinéma se serait brouillée lors du passage du muet au parlant. Or, ces films vidéo témoignent au contraire d'une constante imbrication ou incrustation des mots sur les images. Cette opposition serait alors seulement une provocation pour se distinguer de ses interlocuteurs et occuper de manière ostensible la position de l'artiste de cinéma. Sous ce combat, à mots couverts, il aspire en fait par l'entretien à une autre forme de parole, moins autoritaire que celle de l'écrivain démiurge, plus souple car née d'une conversation libre, spontanée et surtout collaborative, qui n'exerce pas un pouvoir de parole. Le langage, comme les images, est fait pour discuter et non pour affirmer, estime-t-il face à Noël Simsolo dans leurs entretiens donnés dans l'émission À Voix nue en 1989 sur France Culture. En 1984, pendant le tournage de Détective, 1985, Godard a ressenti le besoin de rédiger des lettres adressées à ses collaborateurs. Il a toujours proclamé son aspiration à des relations étroites avec ses producteurs, ses acteurs, ses techniciens. Il a manifesté son désir de connaissance des autres. Pourtant, il n'envoie pas ses lettres. Il les réserve pour son livre Godard par Godard, publié quelques mois plus tard. Il les détourne de leur destination, pour les adresser au public. Dans l'ultime lettre, Godard esquisse un commandement qui pourrait apparaître comme une conduite éthique ou un art poétique. Penser vers l'autre et projeter cette pensée en éclat de vérité. L'autre n'est pas un objet auquel le sujet ferait face, mais une direction vers laquelle tend la pensée. Cette définition de l'autre comme horizon semble impliquer une conception idéale de l'altérité, qui dépasse l'interlocuteur spécifique de la situation d'énonciation. Il n'avait pas tant besoin d'autrui que d'une pure altérité vers laquelle tendre. Il affirme ensuite qu'il faut projeter cette pensée. Il sous-entend que l'autre directionnel joue le rôle d'un écran. L'autre serait-il un simple support pour permettre au sujet d'exprimer une pensée, un mur sur lequel Godard ferait rebondir sa balle? L'autre ferait-il écran, empêchant la rencontre véritable et préservant son irréductibilité? Ou permettrait-il de formuler une pensée duelle, qui se manifesterait sous forme d'éclat de vérité? La nature projective de cette pensée favoriserait en tout cas l'équivalence entre le travail du cinéma et le travail effectué dans les genres verbaux dialogiques, c'est-à-dire la lettre et l'entretien, qui reposent sur un dialogue apparent. Si Godard est réticent à parler de ses films dans ses entretiens, c'est peut-être parce qu'il conçoit ces derniers non pas comme un accompagnement de son œuvre, mais comme faisant partie pleinement de l'œuvre d'un cinéaste qui a toujours imbriqué les statuts de l'artiste et du critique. L'entretien de cinéaste est un véritable rituel qui offre un contrepoint à la critique du film. Ce fut, à partir des années 50, en particulier au Cahier du cinéma, un moyen de promouvoir la légitimité de l'auteur. On recueillit avec solennité et connivence les propos de Renoir, Lang, Hawks, Hitchcock, Antonioni. On se fia à leurs paroles pour reconstituer leurs intentions artistiques, selon une conception de la création qui doit beaucoup à l'herméneutique littéraire en vigueur à partir de l'époque romantique. L'œuvre serait logée dans la conscience du cinéaste, qui serait totalement maître de son émergence. On cherche à mieux comprendre leur vision du monde, comme si le film était d'abord un moyen de projeter sa personnalité. Mais, simultanément, la complexité et le mystère persistant de la création cinématographique, fruit d'un mixte d'intentions, d'impulsions et de collaborations multiples, ne semble pas pouvoir faire l'objet de la part d'un cinéaste d'un exposé systématique et monologique. Son déchiffrement passe par la mise en branle d'un regard partagé. L'interlocution serait-elle la seule démarche possible pour faire face aux défis que l'art jette au langage? On les nomme entretiens pour leur longueur, mais souvent ces échanges ne sortent guère du jeu quelque peu sclérosant des questions-réponses de l'interview.
Le cinéaste doit respecter le rôle qu'on attend de lui, confier les secrets de la création du film, livrer des anecdotes biographiques, s'ériger en philosophe ou se muer en moraliste, entériner la légende que l'on tente d'édifier à partir de sa personne. Au contraire, en dialoguant à égalité avec d'autres artistes, Godard évince le journaliste et évite de parler directement de son film qui fait l'actualité. Il refuse de faire de l'entretien un lieu de promotion et d'exégèse, mais se comporte en professionnel de l'image et du langage et se propose d'éprouver sa position de cinéaste. L'entretien, comme le film, est œuvre de création où Godard se risque à penser. Pourtant, même si certaines de ses interviews figurent à part entière dans Godard par Godard, le genre de l'entretien est encore, au-delà de Godard, trop peu étudié pour lui-même, car il est concurrencé par d'autres textes au statut auctorial moins ambigu, scénario, mémoire, lettres, critiques. L'interview ou l'entretien, même quand son contenu, original et inédit, est susceptible de modifier l'image de l'artiste, reste tenu en suspicion. Pour rendre justice aux entretiens de Godard, nous les considérons non pas prioritairement comme des documents, qui permettraient de mieux comprendre son cinéma et sa pensée, mais comme des lieux de création où s'inventent des règles d'ajustement de la relation entre soi et l'autre. C'est en faisant varier la notion d'altérité que nous progresserons. À première vue, se voulant égalitaire, ces entretiens semblent considérer l'interlocuteur comme un alter ego. Marqué par un pacte de bienveillance, l'entretien paraît pouvoir prendre l'apparence d'un dialogue aux vertus heuristiques, sur le modèle du dialogue antique revendiqué par Godard. Mais la bienveillance conduit l'égalité à s'ouvrir, et aussi à se heurter à l'altérité irréductible de l'interlocuteur. Pour préserver celle-ci, Godard réactive le dandysme qui a fondé sa personnalité et s'emploie à se distinguer de l'autre. Le dialogue devient dispute. Cependant, en raison de cette distanciation, l'attitude de Godard risque de sombrer dans le solipsisme. Dialoguant avec le langage lui-même, il substitue à autrui l'autre lacanien, si bien que la rhétorique de l'entretien s'altère. Cette distinction entre autre et autrui favorise au final chez Godard une intériorisation de l'altérité. Il se voit lui-même comme un autre, et l'interlocuteur est présent en arrière de la scène pour assister à ce spectacle. Godard est-il alors condamné à la solitude mélancolique, qui caractérise son image dans le champ cinématographique ? Dans quelle mesure cette solitude est-elle peuplée, pour reprendre l'expression de Deleuze ? Comment appeler ces rencontres ? Nous choisissons de qualifier d'interview les formes dialogiques qui, même si elles sont étendues, préservent le jeu des questions et réponses et s'inscrivent dans le contexte médiatique d'un film qui fait l'actualité, et de réserver le terme d'entretien aux rencontres qui postulent l'égalité entre les interlocuteurs et dans lesquelles le partenaire de Godard échappe au statut journalistique. Il était possible de qualifier cette dernière forme de dialogue, surtout dans notre première partie, mais comme nous le verrons dans la deuxième, le terme ne convient pas toujours aux rencontres de Godard. Le dialogisme implique le va-et-vient d'un véritable échange entre interlocuteurs. Godard fait au contraire l'expérience de dialogues aporétiques, qui ont le caractère inachevé de conversation. Pourtant, ce dernier terme renvoie à un naturel qui ne convient pas non plus. Ces rencontres sont inscrites dans un dispositif contraignant, destiné à un public et étroitement lié à l'institution cinématographique et au champ médiatique. L'entretien est le terme le plus approprié pour prendre en compte cette perspective plus sociologique, qui sera évoquée dans la quatrième partie. Surtout l'entretien, en désignant ce qui se tient entre, suggère une distance voire une séparation entre l'un et l'autre, qui est plus proche du souci godardien de distinction. Godard regrette qu'on ait intitulé sa rencontre avec Elias Sandbar à Bruxelles en novembre 2008, une conférence sur la Palestine. Il ne faut pas inscrire « Je suis arabe » sur la valise comme dans un poème de Mahmoud Darwich, ne pas parler sur la Palestine mais parler d'eux. Pour voir émerger l'autre à la surface de ces entretiens, nous faisons ce vœu de myopie qui définit les micro-lectures selon J.P. Richard. Non point écrire sur ou d'un texte, mais écrire, réécrire, décrire le texte. Non pas faire signifier, mais faire résonner la parole de Godard. Non pas transformer cette dernière en objet de discours, mais restituer ce qu'elle comporte d'irréductible altérité et d'insondable opacité. Observer un principe d'adhérence qui consiste à se tenir au plus près du visible, et un principe de déplacement dynamique qui repose sur une certaine liberté, une certaine distance qui permettent d'apprécier ce qui fait saillie et se remarque.
Non pas déchirer le texte pour lui substituer une conception systématique du cinéma ou de l'autre selon Godard, mais d'écrire des moments d'entretien en soupesant l'infime et la pointe, quitte à en passer par la paraphrase. Il s'agit non pas de faire intrusion, mais de rester à la place du tiers auquel sont destinées ces conversations pour relever les nuances du jeu de balle, guetter dans une attention flottante, ce qui zèbre le pacte de bienveillance et de coopération et creuse les failles de la rhétorique, et au final éprouver la labilité de l'altérité. Godard 6x2 sur et sous la communication, leçon de choses. On ne voit de la conversation entre deux ouvriers qui attendent un train que leurs 2 tasses à café identiques. Copyright Sonimage, INA. Godard, filmé depuis Rolle et projeté en visioconférence au Fresnoy. Jean-Claude Conesa avait prévu de rester dans le monologue d'une conférence, mais finalement préfère converser avec Godard. Copyright Alain Fleischer, Ensemble et séparé, 2007. À la sortie de Soigne ta droite, Godard refuse dans un premier temps d'accorder la traditionnelle interview au Cahiers du cinéma. Il préfère fournir des non-réponses à des propos d'Alain Bergala en proposant des montages qui font dialoguer images et texte. Godard, Mitinois. Au début de leur entretien, Godard couvre le visage d'Alain d'un disque noir pour montrer que l'altérité de ce dernier est irréductible et irreprésentable. L'un et l'autre pour l'autre. À l'ouverture de la chinoise 1967, 2 mains se découvrent, se palpent, s'éprouvent, se caressent. En voix off, oui, toi, l'un et l'autre pour l'autre. La caresse semble dire l'amour mutuel. Alter ego, chacun et l'autre pour l'autre. L'altérité réciproque et réversible semble promouvoir l'égalité. L'entretien de Godard réussit-il à être égalitaire, sans réduire l'altérité à un jeu de miroir ? À l'écart du visuel. Lors de la sortie de Soigne ta droite, 1987, Godard a dans un premier temps refusé au Cahiers du cinéma de se livrer à la forme de l'interview, devenue à son avis trop systématique, manifestant un manque d'imagination dans la demande de la revue à son égard. Godard formula alors des non-réponses, sous forme de collage, en réaction à des réflexions écrites par le critique Alain Bergala. La pratique de l'entretien s'inscrit contre 2 formes journalistiques de dialogue que pratique parallèlement Godard. L'interview et le débat, qui servent de modèle repoussoir. Ces 2 genres appartiennent pleinement au champ médiatique, et dans la lignée de ce que Danet appelle le visuel, opposé à l'image cinématographique, ne témoignent d'aucune altérité. Alors que l'interview journalistique est marquée par la communicativité, c'est-à-dire le transfert passif d'informations, les entretiens que noue Godard tendent à la communicabilité, c'est-à-dire la coopération active dans le discours. L'interview est réglée par une inégalité apparente entre les interlocuteurs. Quantitative, puisque des interrogations rares et brèves alternent avec des réponses développées. Qualitative, du fait que le journaliste adopte plus ou moins fictivement la posture d'ignorance des lecteurs qu'il représente, ignorance relative toutefois. Il en sait assez pour désirer en savoir plus et pour comprendre ce qu'il ne sait pas et s'interdit de développer une opinion propre. Cette inégalité discursive interdit tout échange dialectique ou polémique et entraîne une spécialisation dans l'échange purement informatif. L'autre n'a pas de place active, mais se doit d'accepter la règle de l'acte de parole que l'on attend de lui, question ou réponse. Ce n'est pas l'altérité qui anime l'interview, mais l'inégalité. Derrière l'inégalité se joue un rapport de force. Le questionneur oriente le discours de l'interviewé et ce dernier tente de digresser pour ramener l'interview à ses propres préoccupations. Ainsi, dans l'interview donnée à Télérama lors de la sortie de Soigne ta droite, Jean-Luc Douin prend appui sur une réplique du film « Je cherche Dieu » pour interroger Godard sur le retour du religieux dans l'époque contemporaine. Le journaliste contraint Godard à s'écarter du discours de son film pour l'obliger à répondre, avec une banalité certaine, sur un problème de société. Mais lorsque le journaliste cherche à forcer Godard à se confier sur sa solitude, le cinéaste refuse et s'applique à théoriser la différence entre solitude et isolement. Le jeu des questions-réponses dans l'interview est encore plus piégeux qu'il n'apparaît en premier lieu, car la question cache souvent une affirmation dont l'interviewé attend dans un jeu codé, l'approbation. Dans l'interview donnée à Télérama à propos de grandeur et décadence d'un petit commerce de cinéma, 1986,
L'interviewé remarque que TF1 a choisi de confier à Godard la réalisation du film, afin de suggérer que la télévision n'est pas l'ennemi que considère habituellement le cinéaste. Cela contraint Godard à acquiescer et à reconnaître le rôle positif qu'a joué à cette occasion la télévision. L'interview parvient ainsi à réduire le discours alternatif de Godard sur la télévision, pour le subordonner et le fondre dans le discours idéologique déguisé en questionnement de l'interviewé. L'interview convoque plus qu'il n'invite l'artiste et se rapproche ainsi de l'interrogatoire que Godard a associé au motif de la torture du petit soldat, 1960, à changer d'image. Lettre à la bien-aimée, 1982, comme le montre Nicole Brenet. C'est pourquoi Godard affirme préférer, plutôt que de répondre à des questions, écouter d'abord la pensée de l'autre. Je ne sais pas très bien répondre dans un système question-réponse. J'aime mieux entendre les gens parler pour dire quelque chose après. Godard souhaite que la parole d'autrui s'expose dans le but de construire à deux un problème, dont on n'aura jamais les clés, mais seulement les serrures, précise-t-il à Sandbar lors de leur rencontre de 2008. Il oppose la serrure autour de laquelle tourne l'entretien à la question qui ordonne l'interview. Poser une question est un acte directif qui entrave la problématisation nécessaire à la pensée, comme le souligne Deleuze, plus radical que Godard car plus directement philosophe. Si on ne vous laisse pas fabriquer vos questions, avec des éléments venus de partout, de n'importe où, si on vous les pose, vous n'avez pas grand-chose à dire. L'art de construire un problème, c'est très important. On invente un problème avant de trouver une solution. Rien de tout cela ne se fait dans une interview, dans une conversation, dans une discussion. Quand Godard fait l'éloge de Socrate, c'est parce que son art de la question maïeutique permet une libération de la parole capable de tout accepter de l'autre. Socrate était exactement un type comme Roberto, qu'on a empoisonné simplement parce qu'il posait des questions aux gens. Il acceptait tout ce qu'il voulait c'était leur parler. L'entretien s'oppose aussi au débat. À l'occasion de la sortie de Forever Mozart, 1996, Godard a accepté précisément le principe de cette forme médiatique pour l'émission Le Cercle de Minuit. Il a choisi lui-même les invités et les supports audiovisuels qui servaient de tremplin au débat. Cependant, le propre de la télévision consiste à absorber ceux qui acceptent d'y apparaître. Elle les coule dans son moule. Certes, la notion de mainmise permet au débat de réfléchir son médium, en évoquant la domination de la télévision sur le cinéma et en posant la question de la place de l'autre dans cette domination, mais le dispositif télévisuel contraint le débat préparé par Godard à être faussement vrai, selon la formule de Pierre Bourdieu, à réduire l'altérité que représente chaque participant du débat et à lui substituer une inégalité entre professionnels et amateurs de la parole. Cette réduction est orchestrée par la présentatrice du débat, Laure Adler, qui par certaines de ses interventions contraignantes, impose le respect de la règle du jeu en distribuant la parole. On remarque que le critique et cinéaste Jean-Claude Biette, rangé par Godard et Adler dans la catégorie des représentants de l'art visuel, tandis que les autres invités sont des spécialistes du dire, intervient peu dans le débat, car il est dominé par le dispositif. Certes, Godard rappelle à un moment pourquoi il l'a invité afin de l'inciter à prendre la parole, et Adler la lui donne, mais celle-ci aurait dû accomplir un véritable travail des assistances à la parole, pour permettre de rendre présent l'alter ego de Godard que représente Biette sur le plateau. En effet, on remarque que l'intervention de Biette est empreinte de maladresse, car il n'a pas l'habitude de participer à un débat télévisé, contrairement aux autres intervenants. En fait, il ne parle pas spontanément mais reformule un texte qu'il a rédigé pour Trafic. En tant que critique et cinéaste, il est un homme de l'image et de l'écrit et non pas de l'oral, et oublie l'un des termes, l'auteur de sa théorie. Il ne parvient pas à développer sa conception du cinéaste, qu'il distingue du réalisateur, du metteur en scène et de l'auteur, sinon en donnant une définition un peu tautologique. Le cinéaste serait qui a affaire à l'essence du cinéma. S'il n'y parvient pas, c'est parce que les autres intervenants le dominent par leur aisance dans la manipulation de la parole spectaculaire. Godard lui-même réagit à son intervention non pas en discutant le terme de cinéaste, mais en évoquant ce qui l'a amusé dans l'article de Biette, c'est-à-dire d'avoir été mis sur le même plan qu'Eisenstein ou Widor. Adler rebondit sur le propos de Godard pour en renforcer l'effet visuel,
en soulignant l'humour de la situation et en réduisant la théorie de Biette à un exercice d'admiration pour le statut d'auteur que Godard occupe dans le champ médiatique, et qui lui donne la légitimité et le pouvoir comparables à celui d'un écrivain, alors que Biette voudrait développer qu'il est avant tout cinéaste. Biette n'aurait fait que placer Godard dans un panthéon. Adler fond la pensée de Biette dans le mouvement médiatique qui a glorifié Godard. Elle finit par remarquer, sans obtenir de réponse de la part de Biette, qui reste paralysé par la déformation de son propos, « Vous ne l'avez pas tué Godard, même si vous l'avez mis au Panthéon. » Quand enfin le dispositif se veut égalitaire, en conclusion du débat, en donnant successivement à chacun la parole sur Forever Mozart, Biette commence par remarquer la différence entre parler et écrire, comme un aveu de sa propre impuissance, puis s'efface derrière une citation de Stanislavski qui lui permet de souligner l'invention du film, sans parvenir à en expliciter la teneur. Le rôle de la présentatrice ne se limite pas à substituer l'inégalité à l'altérité, mais à réduire l'altérité présente dans la pensée des intervenants en l'incorporant dans la logique du visuel. Lorsque Lyotard affirme, après avoir demandé l'autorisation à Adler, la présence de la stridence dans les films de Godard, manifestant une altérité en rapportant l'œuvre du cinéaste à une préoccupation philosophique personnelle, Laure Adler intervient pour reformuler le propos en lui faisant quitter le domaine de la pensée pour aiguiller Godard, malgré une apparence humoristique, vers une confidence biographique. « Ça vous arrive de crier Jean-Luc Godard de temps en temps ?» Alors que Lyotard évoque la stridence comme un concept abstrait qui dépasse son sens premier et se manifeste dans le montage godardien, Adler le rapporte au seul chant du cri. Godard refuse alors de s'enfermer dans la confidence, et après une interruption dans laquelle Finkielkraut cautionne la question d'Adler en la reformulant, il ne reprend pas le mot de stridence, mais développe l'idée que l'image serait plutôt pacifique, entérinant la réduction de la stridence à l'agressivité du cri. La confrontation avec la pensée de l'autre s'est considérablement affaiblie, voire a été escamotée du fait de l'intervention de la présentatrice. Le même phénomène se produit lorsque Lyotard observe l'importance du mot « articule » dans le film. Adler rend trivial le propos philosophique en remarquant que Godard n'articule pas beaucoup dans la vie. Alors que Lyotard relève un signifiant du film en mettant en suspens sa signification et en inscrivant le manque dans son propre discours, Adler applique la logique du visuel en clôturant le discours par un jugement qui relève de l'anecdote. Cette structure de piège inévitable qu'implique l'interview et le débat explique que Godard ait cherché régulièrement à créer, à l'écart du visuel, les conditions d'émergence d'une forme d'entretien qui préserve l'altérité. La rencontre entre Godard, cinéaste qui adopte une posture antilittéraire, et l'écrivain iconophobe Stéphane Zagdanski aurait pu entraîner une joute verbale mise en scène par deux journalistes de France Culture. Mais en cherchant à dialoguer à égalité avec Zagdanski et en court-circuitant le rôle des médiateurs, Godard vise à proposer une forme d'entretien qui s'écarte du genre attendu du débat médiatique. Il n'y a pas de débat au sens de non, c'est faux, précise Godard à Zagdanski. Le dialogue heuristique, des morceaux de vie en commun. Quand Godard tente de définir le genre de l'entretien qu'il vise, il se réfère à l'Antiquité. On m'accuse souvent de contredire, mais c'est pas pour le plaisir de contredire, c'est pour provoquer une dispute, au sens où l'entendaient les Grecs. Godard s'attaque à une forme ancienne, le dialogue, dont il assume en même temps l'héritage. Comme le dialogue est un genre peu contraignant, il convient de porter en premier lieu son attention sur le type d'interaction verbale et la place de l'autre qu'il met en place. Or, la scénographie de l'entretien établie par Godard mobilise théoriquement une mémoire intertextuelle où figurent les dialogues de l'Antiquité qui fonctionnent comme modèle idéal opposé au contre-modèle de l'interview et du débat. Le dialogue socratique est une dispute dans la mesure où il présuppose un désaccord qui provoque la tentative de résoudre le conflit par l'échange d'arguments et d'objections. Godard ajoute « J'espère toujours une contradiction intéressante ». Il réfute l'idée de plaisir gratuit de la contradiction et préfère trouver des valeurs heuristiques et herméneutiques au dialogue qui permettraient de construire à deux, grâce à l'interaction, une vérité qu'aucun n'avait soupçonnée préalablement. En conséquence, si certains de ces échanges semblent viser le modèle de la conversation, renvoyant à un idéal de spontanéité d'échange de vues à l'aventure qui procède par association d'idées, la conversation apparaît aussi comme un repoussoir parce qu'elle ne tend pas vers un but déterminé. Le dialogue,
tout à la fois plus savant et soutenu, dérive étymologiquement d'un verbe grec qui signifie parler clairement et de manière à fonder des distinctions, si bien qu'à la parole s'ajoute le rôle de la raison qui doit mener les échanges dans le but de faire émerger un consensus sur une vérité. La rencontre avec Piala commence par une divergence sur la notion d'auteur et sur À nos amours, mais la journaliste Claire Devarieux arrête la transcription du dialogue sur un accord apparent entre les deux cinéastes à propos de l'injustice qui les frapperait. Un sens commun finit par se dégager du dialogue. Dans le dialogue socratique que vise en apparence Godard, l'autre vit par lui-même, l'un et l'autre coexistent bénéfiquement. C'est pourquoi les dialogues à distance d'ensemble et séparés, 2004, sont conçus, non pas comme de simples conversations qui erraient sans autre but que le plaisir, mais comme une véritable collaboration, pour reprendre la formule du réalisateur Alain Fleischer, en vue de faire émerger un sens commun. Les non-réponses de Godard à l'époque de Soigne ta droite signifient le refus de l'interview et simultanément mettent à nu le principe idéal qui devrait fonder la pratique de l'entretien. L'altérité se manifeste dans l'utilisation d'un matériel iconique dans ces non-réponses, pour réagir à un discours purement verbal. On remarque que dans l'interview finalement donnée au cahier, réside une connivence absente des non-réponses de Godard. Alors que les interventions des cahiers dans l'interview occupent surtout une fonction d'incitation à la parole, jouent le rôle d'un tremplin chargé d'aiguiller Godard vers un transfert d'informations, en l'occurrence des confidences génétiques et biographiques, les propos initiaux de Bergala dans les non-réponses proposent un discours constitué où s'exprime un parti pris qui prime sur la question posée. À la question sur le plaisir de filmer le connu et l'inconnu, Godard ne cherche ni à illustrer, ni à répondre aux propos de Bergala, mais propose de les monter avec un autoportrait de Goya où s'incrustent des inserts de la Maja nue et de la Maja vêtue. Par l'altérité iconique, Godard cherche à prendre appui sur les propos de Bergala pour produire conjointement un sens commun. Si la réaction de Godard est une non-réponse, c'est parce qu'il cherche non à répondre mais à coopérer dans l'établissement de la vérité. Le montage permet à Godard de préciser le propos de Bergala, en affirmant, grâce à l'autoportrait de Goya, que c'est toujours le même regard et le même plaisir de filmer du cinéaste face aux différents lieux, connus ou inconnus. L'insert des deux Majas suggère que les différences entre les lieux à filmer ne sont que superficielles. Dans l'interview correspondante, une question similaire est posée, mais plutôt que de constituer un discours marqué par l'opposition entre le connu et l'inconnu, les cahiers insistent seulement sur le plaisir de la chose nouvelle, et mentionnent la scène du golf, présente dans Soigne ta droite, pour inciter à la parole, alors que dans les propos de Bergala cette scène n'était citée que comme exemple dans un raisonnement construit. Godard répond alors en acquiesçant, manifestant ainsi la connivence avec ses intervieweurs puis en livrant une information génétique. Godard avait proposé un rôle à Bernard Blier et biographique, enfant, Godard a joué au tennis et au golf. Au contraire, dans la non-réponse, Godard ne cherche pas à pratiquer la confidence et l'anecdote, c'est-à-dire le transfert d'informations, mais à penser conjointement avec Bergala, en coupant son discours de la situation d'énonciation. Ainsi vise-t-il l'universel, comme il l'affirme dans JLG Autoportrait de décembre 1995. Il faut que je devienne universel réalisé avec humilité, avec précaution au moyen de ma propre chair, l'universalité où je me suis jeté d'abord à l'étourdi, voilà, mon unique possibilité, voilà l'unique commandement. Lors de son rendez-vous avec Godard dans Ensemble et séparés, Nicole Brenet a choisi, plutôt que de nouer une discussion purement verbale, de montrer des images. Au-delà de leur entretien et au-delà des personnes, elle cherche notamment à faire dialoguer Histoires du cinéma, 1988 à 1998, avec les films d'Al Razutis, Visual Essay, Origins of Film. Elle précise que ce cinéaste canadien a eu le projet d'une histoire audiovisuelle du cinéma, au même moment que les conférences de Godard réunies dans son ouvrage Introduction à une véritable histoire du cinéma, 1980. Elle appose ainsi un contre-champ au projet de Godard. Le dialogue des films ouvre la perspective d'un dialogue réel avec Al Razutis, puisque Godard manifeste alors le désir de lui écrire. Les entretiens de Godard contiennent parfois des moments où émerge un sens commun, grâce à l'interaction. Lors de la rencontre avec le critique Youssef Icharpor, d'abord transcrite dans Trafic en 1999 avant de paraître en livre,
Godard, employant l'irréel du passé, affirme sur le ton du regret que le cinéma n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire vis-à-vis du nazisme. Le cinéma aurait dû mettre son point d'honneur à se confronter à l'histoire du XX siècle. Son interlocuteur soutient que cet échec n'est pas spécifique du cinéma, et qu'il s'étend à toute la culture. Quand celui-ci affirme que l'image est de l'ordre de la rédemption car elle aurait dû être une sorte de seconde naissance du Christ, Godard rebondit sur l'irréel du passé et reformule son idée sur le mode du constat. On a inventé quelque chose et on ne s'en est pas servi, quelque chose dont on n'a pas su et dont on n'a pas voulu se servir. Pourtant, la fin de l'entretien met en scène un accord entre les deux partenaires. Icharpor propose une échappatoire à la vision pessimiste de Godard en s'appuyant non plus sur Histoire du cinéma, mais sur The Old Place, le film réalisé avec Monsieur Miéville pour le Musée d'art moderne de New York, qui constitue une sorte d'ouverture sur ce qui est encore possible. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.